Donc là, on va partir sur un des gros points de mes connaissances. Je sais pas si ça existe, mais les gens, voilà, il y a beaucoup de confusion par rapport à tout ça. Et tout le monde nous dit, qu'est-ce que c'est l'argument en fait c'est pas possible, les taux sont trop hauts, donc la Fed va baisser les taux d'intérêt, et du coup, argent facile, quantitative easing, on mélange tout ça, il y aura des liquidités, M2, ça va partir, ça va péter, le bull run, on est reparti. On va quand même s'arrêter un bon moment là-dessus. Et ça, on l'avait vu pas mal de fois, donc on avait vu, et on le dit, et ça on le répète sur la chaîne, que une baisse des taux d'intérêt, c'est pas forcément une bonne chose, enfin, c'est pas blanc ou noir, ça peut être quelque chose de positif, effectivement, avec de l'argent plus facile sur le moyen long terme, mais sur le court terme, en général, c'est plutôt qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'en général, ils baissent pas les taux comme ça, juste pour faire plaisir à Donald et aux détenteurs de Ethereum qui aimeraient bien pumper leur back, c'est qu'il se passe quelque chose de manière plus globale qui vient impacter le mandat de la Banque centrale. On va aller voir après. D'ailleurs, merde, j'ai pas pris la tablette, bon, j'essaie de le faire avec le... Sinon, j'irai la chercher. Il y a les mandats des États, il y a les mandats des banques centrales, mais du coup, s'il y a une baisse des taux importante, c'est qu'en général, il se passe quelque chose. Et il y a une corrélation importante, et là, on va aller voir, on va faire de la macro, et je vais essayer de vous expliquer ça de la meilleure manière possible, même si c'est pas mon métier, on est d'accord, mais je pense que c'est vraiment important de comprendre toutes ces choses-là, parce qu'en fait, de comprendre cette partie-là qu'on voit maintenant, ça va vous permettre de comprendre la M2, les tarifs, le quantitative easing, la baisse de taux, et comment marchent les obligations aussi, parce qu'il va falloir y toucher. Mais dans l'idée, c'est quand même des clés de compréhension pour le contexte macro, même si vous allez voir, j'ai pas forcément une opinion de là où ça va aller, c'est plutôt des investisseurs macro. L'idée, c'est de voir certains éléments pour pouvoir justement voir qui dit de la merde, non, en disant la Fed va baisser les taux, ça va être bien tout de suite. Non. Pourquoi? Alors, on va commencer. On sait que quand il y a une inversion des taux, donc le fameux pivot de la Fed, au final, sur le prix des actifs, ça indique une récession un peu après. Et ce qui se passe, parce qu'il faut le voir maintenant, on va voir la courbe des taux d'intérêt. Non, on va voir comment se financent les États avec les obligations. Il y a, premièrement, une inversion au niveau de la métrique, en fait, les rendements, et on va faire vraiment un gros point là-dessus, des rendements des obligations long terme, donc à 10 ans, et les obligations court terme à 2 ans, il y a des cycles où il y a des courbes qui sont plutôt tendance à monter, donc c'est-à-dire quand ça monte, cette courbe-là, vous l'avez ici, et là, pour le coup, la source, c'est la Fed, indirectement, vous l'avez le lien, ou avec la métrique, on compare les rendements des obligations qui est différent du taux d'émission, les rendements des obligations sur 10 ans versus les obligations à 2 ans. Je l'avais prévu un peu plus tard, mais on va le faire ici, le joli dessin sur la courbe des taux. Donc en fait, il y a cette courbe de rendement qui est un peu normale. Attention, on va faire des grosses kills. Donc il y a le rendement et la durée des obligations. Non, parce qu'au final, les États, ils se financent en émettant des obligations, non, les bons du trésor, comme on veut les appeler. Et principalement, maintenant, on est d'accord que ça se finance comme ça. Il faut arrêter aussi. Et ça vous permettre aussi de toucher pourquoi c'est important la crypto, l'inflation. On en a parlé plein de fois, mais c'est pas Macron et Bayrou qui sont assis sur un tas d'or comme, je sais pas, Picsou et Smog, non. Et c'est juste en gueulant assez fort, on va réussir à débloquer de l'argent qui était sous l'oreiller. Et c'est juste qu'ils voulaient pas le lâcher, ces gros rapias. Mais si on gueule assez fort, allez, il faut y aller, on veut de l'argent. Comme par hasard, ils vont descendre à la cave, sortir 3 piécettes, non. Ça se finance avec les obligations et du coup ça va être le trésor. Pour le coup, on est d'accord, c'est pas les banques centrales et on va voir la distinction après entre État et trésor public et la banque centrale qui va émettre des obligations d'une durée plus ou moins longue, donc entre 6 mois jusqu'à 30 ans. Et du coup, il va y avoir une courbe de rendement qui normalement fait un peu comme ça, non? Vous avez les obligations à 6 mois avec un rendement inférieur. Normalement, ça dépend, on va voir les deux scénarios. Et plus on avance, là vous avez peut-être 2 ans, 3 ans, et on a au final normalement un rendement plus élevé, parce que si vous bloquez de l'argent sur 30 ans, mais normalement, vous estimez qu'il y aurait un rendement plus à avoir, parce que risque géopolitique, risque d'inflation, 30 ans, c'était 30 ans en arrière, 1995, je pense que c'était assez difficile de prévoir les taux d'intérêt, les taux d'inflation, donc dans quelque chose qui est plutôt sain, on peut avoir
ben, pour le futur, on peut espérer plus de rendement parce que tout simplement, je prends plus de risques de bloquer mon argent. Parce que j'achète une obligation, donc je vais bloquer mon argent pendant une durée déterminée et l'État va me rémunérer pour lui avoir prêté de l'argent et se permettre de se financer un rendement, un yield, qui va être, voilà. Si on est sur une obligation à 6 mois, ça va être grosso modo basé sur les taux directeurs que décide la Banque centrale, mais plus on va avancer, plus on va être sur le marché qui va déterminer ces taux. Et comment il va déterminer ça? Ça va être un peu sur les perspectives par rapport à l'avenir. Et du coup, on peut avoir une courbe qui est comme ça, donc une courbe qui est plutôt montante, ou alors, et là c'est un cas particulier et c'est les cycles qu'on voit, au final on peut y avoir des cas où, voilà, catastrophique le dessin, c'est pas grave, où la courbe est inversée, courbe de taux inversée, courbe des rendements des obligations, où on a les obligations court terme qui ont plus de rendement que les obligations long terme. Ça peut signifier plusieurs choses, mais ça peut être aussi que les taux ont énormément augmenté, les taux directeurs ont augmenté, donc les banques centrales ont augmenté les taux court terme, mais du coup les obligations émises à court terme, elles ont un taux plus élevé, et du coup, forcément, les obligations qui ont été émises avant on avait peut-être des obligations court terme à 1% et des obligations à 30 ans à 3%, mais maintenant si j'émets des obligations à 6 mois et que les taux directeurs, parce que le coût de l'argent a beaucoup augmenté, à 4%, du coup, le rendement des obligations long terme va chuter parce que du coup, toi, tu avais prêté à 3%, mais maintenant, les nouvelles, pour 6 mois, tu as un meilleur taux de rendement. Donc, ça alterne comme ça des périodes de cours positifs ou négatifs, on est d'accord? Et là, c'est bien la différence entre les taux long terme et le rendement des obligations long terme à 10 ans et le rendement des obligations long terme à 2 ans. Et quand il y a une inversion, parce qu'on voit qu'il y a des périodes où ça augmente, donc quand ça augmente, ça veut dire que les rendements à long terme sont plus importants que les rendements à court terme, et quand ça s'inverse, et vous voyez qu'encore une fois, on a un joli cycle, hein, ça augmente, ça baisse, ça augmente, ça baisse, ça veut dire que les obligations court terme, quand ça baisse, donc on est dans cette conformation-là, que les obligations court terme rémunèrent plus que les long terme, et ça peut être que les gens se désintéressent, qu'il y a moins d'espoir dans l'avenir, qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer, donc on se concentre sur le court terme, et on oublie un peu le long terme, mais en général, c'est la courbe en bleu, cette inversion, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose au niveau de l'économie, il y a moins confiance dans le futur, et on va aller voir après comment ça dicte aussi les taux dans le futur, au niveau des financements des entreprises. Donc, la Fed peut décider d'intervenir, mais premièrement, il y a cette inversion, donc on est en train de voir. Et là, j'ai passé un peu de temps, on va essayer de refaire la métrique sur TradingView, parce qu'on peut aussi le retrouver. Donc là, c'est The Wolf of Wall Street. C'est pas forcément actualisé son post, mais j'ai été vous chercher quand même les jolies métriques pour arriver à le faire vous aussi. Hein. Mais avant, on va voir la théorie. En fait, dès qu'il y a une inversion de la courbe des taux, la Fed peut décider, et là, du coup, on a en bleu la courbe des taux, donc soit qui augmente, soit qui baisse. Vous avez compris, soit les rendements à 10 ans sont plus élevés, soit c'est ceux à court terme. Et en rouge, on a pour le coup les taux d'intérêt, les taux directeurs de la Fed, et encerclé jusqu'à présent, en rouge, le pivot de la Fed, le fameux pivot de la Fed, où ils vont baisser rapidement les taux directeurs, parce qu'il faut aussi stimuler la croissance, il faut stimuler l'économie, et c'est ce qui va donner, à moyen terme, des liquidités, du coup, conférées M2, et ce qui va donner au final des beaux bull run, mais sur le court terme, c'est la partie 3 qui fait pas plaisir. Hein. On a premièrement une inversion de la courbe des taux qui fait pivoter la Fed, parce qu'il dit oulala, il y a un problème, il va falloir rebooster un peu l'économie, donc pivot de la Fed. Et en noir, on a une récession, tout simplement, hein, en bonne et due forme. Donc on a inversion de la courbe de rendement des taux, 2 pivot de la Fed, 3 récession, et 4, c'est pas marqué, mais bull market. Hein. Donc effectivement, en ce moment, on est sur une inversion. Alors, si vous le voyez, je vais vous montrer comment obtenir les métriques par vous-même aussi. Mais si vous le voyez, là actuellement, on est sur une inversion. Donc on pourrait attendre un pivot de la Fed important, mais on pourrait avoir aussi une récession. Et là, c'est un des points au final, je pense, des principaux pourquoi il y a pas mal de gros qui sont sortis aussi, parce que c'est vrai que sur ce niveau-là, ça pue. Mais on va aller voir aussi d'autres événements macro et d'autres scénarios, parce que tant qu'on y est, autant être un peu plus exhaustif.
Mais c'est ce qui s'est passé aussi sur le dernier cycle, hein. C'est-à-dire inversion des taux. Alors on n'était pas descendu autant dans le négatif, on s'était resté à 0, mais dans l'idée on avait eu inversion de la courbe des taux, pivot de la Fed, donc quasiment au même moment, et Black Swan Event, donc c'était le crash du virus zombie en 3, mais on avait eu un V-bottom, c'est-à-dire que c'est comme il y avait eu aussi du quantitative easing, et on va en voir après, parce que là on parle juste inversement, courbe des taux, et effectivement pivot de la Fed, donc là il va bien falloir faire la distinction, et là je vais commencer à insister là-dessus, parce que c'est vraiment important, entre taux directeur et quantitative easing, et impression monétaire, parce que c'est pas la même chose, ça peut être utilisé en parallèle, mais on est bien d'accord que c'est deux instruments différents, et on peut avoir, et c'est ce qu'on va voir juste après, comme ça je vous fais le spoiler, on peut avoir de l'impression monétaire, du quantitative easing, qui est bien un outil spécifique, sans forcément une baisse des taux. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte, parce que ça peut, on peut avoir ce genre de scénario aussi, et on peut avoir aussi un scénario où on a, donc là l'inversion, ça c'est le cas, hein, c'est en train de se passer, l'inversion de la courbe des taux on l'a, le pivot de la Fed, bon ils ont commencé à baisser un peu les taux, mais c'est pas encore quelque chose, on n'est pas retombé à zéro, hein, ils y vont doucement. FOMC meeting, donc on a le prochain le 20 mars, où apparemment les investisseurs spéculent qu'il n'y aura pas de baisse des taux, et en général ils attendent plutôt pour mai. Mais dans l'idée, on est quand même sur une baisse de taux qui est light. On est très light, hein. Vous avez vu comment ça se passe normalement sur l'inversion les derniers coups. Donc là, crise des subprimes, inversion de la courbe des taux. Là, pour le coup, gros drop, 0%, 0%, 0%. Ensuite, ça remontait, on remontait doucement sur le cycle de 2018. Vous remarquez aussi qu'on a une augmentation des taux et on a eu un beau bull run en 2017. Voilà, il faut cette partie-là où c'est pas non plus comme la M2, c'est pas magique non plus, c'est pas parce qu'on a des taux qui baissent ou des taux qui augmentent qu'on n'a pas de bull run non plus. La preuve en 2017. Donc voilà, ça, les arguments, la macro, la M2 c'est pas magique, c'est pas parce que ça augmente qu'il y aura un bull run, ok, mais on peut faire l'inverse aussi. C'est pas parce qu'il y a des taux qui baissent pas qu'on n'aura pas de bull run. Regardez les taux d'ailleurs sur le cycle de 2017. Donc ici, on avait des taux qui augmentaient et là où on a eu vraiment la baisse des taux, c'est uniquement sur le cycle de 2020-2021 où là pour le coup on a cumulé baisse des taux et quantitative easing. Où on a eu clairement inversement de la courbe des taux, pivot de la Fed très rapide, là pour le coup ils ont été plein faux, et on a eu mini récession, V-bottom en mars, et on est reparti sur des plus hauts historiques poussés par le quantitative easing. Pour l'instant, on a eu cette inversion de la courbe des taux, donc là très clairement on est parti là-dessus, mais on n'a pas eu le pivot de la Fed, ou au moins un pivot de la Fed. Ils ont commencé à baisser les taux, mais c'est pas quelque chose, ça dépend comment on le précise, mais c'est pas quelque chose non plus qui est hyper fort, hein, vous voyez la tendance. Alors, ce qu'on va faire, j'ai pas envie de me refaire chier à tout cadrer parce que c'est chiant. Vous avez les indicateurs, donc en fait, vous pouvez avoir quelque chose comme ça, mais il faut jouer un peu avec logarithme, changer les échelles pour pouvoir le trouver. Mais ça, on est bien d'accord, c'est moi qui l'ai fait avec exactement les mêmes indicateurs. Donc vous ajoutez le prix du Bitcoin, vous allez chercher dans indicateur le 10-2-year Treasury Yield Spread, donc cet indicateur-là, et vous rajoutez les taux d'intérêt, et du coup, vous avez en temps réel ce schéma-là pour voir quand il y a une inversion de la courbe de taux, quand il y a le pivot de la Fed avec les taux d'intérêt, donc en bleu, et vous avez le prix du Bitcoin en plus que vous pouvez superposer pour voir quand on est en bear market ou non. Donc c'est un moyen de le suivre en temps réel aussi, et superposer en plus le prix du Bitcoin par exemple, mais vous l'avez aussi sur le site de la Fed, uniquement l'inversion de la courbe des taux, avec les périodes de récession après. Voilà. En gris, c'est les périodes de récession, donc plus ou moins longues, hein. Vous voyez aussi qu'on a eu, et ça c'est pour le dernier cycle, une récession très courte, hein, je sais même pas, moi on a eu un V-bottom en mars assez flagrant, et à l'inverse on a eu justement 1 an et demi sur la crise des subprimes, donc là en 2007-2008, où ça a duré plus longtemps la récession, et du coup il y a vraiment cette... je vous montrerai après comment l'avoir sur TradingView, on va finir sur cette partie-là. Où il faut vraiment faire aussi la différence. Ça, c'est important, parce que moi, quand j'ai préparé le truc, en fait, je me suis pas mal embrouillé là-dessus. Où on a la courbe des rendements, donc c'est-à-dire ce qu'on voit en bleu et ce que regarde la Fed ici, les rendements, c'est différent du taux, en fait, parce qu'il y a le taux, le coupon, mais on va voir la différence maintenant. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre aussi, parce que c'est pas évident, et souvent, des fois, ça s'inverse, en fait, entre le taux, donc le coupon au moment où c'est émis,
et le rendement futur qui, lui, va être ajusté par le marché, notamment sur les obligations long terme. Donc, notamment, il y a cette inversion donc, entre le rendement et le prix. Donc, la règle clé, c'est si on achète une obligation moins chère que sa valeur initiale, par exemple 900 € au lieu de 1000, le rendement sera plus élevé. Et c'est vraiment comme ça, au final, que les rendements baissent sur les obligations, parce qu'on est bien d'accord que c'est des taux fixes, c'est-à-dire le trésor public, les États vont émettre des obligations à court, moyen terme pour se financer. Mais ensuite, le marché, le rendement fixe que va payer l'État, il est fixe, mais en fonction du prix futur sur les marchés secondaires, en fait, ton rendement va changer. Parce que tu vas pouvoir, si les investisseurs attendent pour potentiellement plus de rendement, mais ils vont vouloir l'acheter moins cher. Donc, si on achète, au départ, elle a été émise 1000 € avec un taux à 5% annuel, 0,5 là, ce serait plutôt 0,5 pour le coup, mais du coup, si tu l'achètes à 900 € au lieu de 1000, pour le coup, tu as plus de rendement. Donc, en fait, plus le prix augmente, plus le rendement diminue. Et si le prix diminue, le rendement augmente. Ça, c'est un des piliers sur comprendre la courbe de taux entre le 10 et 2 ans, c'est cette inversion au final. Plus tu vas l'acheter cher, au final, tu vas peut-être acheter quelque chose 1100, ton bon d'état, mais le rendement sera toujours le même au final. Il est toujours fixé. Par contre, toi, si tu achètes un actif plus cher que le rendement fixe, du coup, juste à l'achat, en fait, tu fais de la moins-value par rapport à ceux qui l'auraient acheté au début, quoi. Donc là, on a un exemple sur une échéance 6 mois, donc un bon à échéance 6 mois, un coupon à 1%, tu prêtes 1000, tu reçois 10 € d'intérêt sur l'année, et dans 30 ans, normalement, tu devras avoir plus de rendement parce que tu bloques ton argent, c'est plus risqué d'investir sur 30 ans sur de la dette que sur 6 mois. Et du coup, tu reçois 30 € par an, mais si le taux d'intérêt sur le marché augmente, disons à 4%, l'obligation, donc là c'est le taux d'intérêt à court terme, l'obligation perdra plus de valeur que celle à 6 mois, parce que du coup, son prix doit s'ajuster pour offrir un rendement compétitif, on est d'accord, elles arrivent à échéance, mais les États peuvent réémettre des obligations. Et dans ce cas-là, si les taux directeurs ont beaucoup augmenté, comme c'est ce qui s'est passé récemment, une augmentation des taux directeurs, donc crédit maison, donc c'est le coût de l'argent pour tout le monde, donc les États aussi, et donc ils sont obligés de se financer à court terme à 4%, mais il y a les financements précédents, sur 30 ans, vous imaginez bien. Là, en 2025, arrivent à échéance les obligations qui ont été émises en 1995, donc avec un taux de coupon émis, peut-être, alors, je sais pas à combien est rémunéré le taux fixe, mais dans tous les cas, pour que ça reste intéressant d'acheter ces instruments, si on a des taux élevés, des taux directeurs élevés, donc à 4%, et que ton truc à 30 ans, il est à 3%, il n'y a aucun intérêt de l'acheter au prix où il a été émis, parce que du coup, tu payes pour plus de risques et tu as moins de rendement. Donc, obligatoirement, ce qu'il faut pour que ça soit rentable, c'est que le prix de l'obligation à 30 ans baisse pour offrir un rendement compétitif, donc c'est-à-dire normalement plus élevé que l'obligation à court terme. En fait, le rendement sur les obligations à long terme, il ne se fait pas, sur ce qu'a promis l'État, ça c'est dû, c'est comme ça, mais c'est sur le prix de cette obligation à long terme sur le marché secondaire que va se faire les rendements, et au final, c'est pas simple à expliquer déjà, vous avez compris, mais en plus c'est le marché qui décide. On est d'accord que les taux directeurs, c'est la banque centrale qui va les décider, du coup les obligations à court terme, plus ou moins c'est la banque centrale qui décide, mais les obligations à long terme, il y a une partie de l'État, quand il va l'émettre, il va faire des projections d'inflation, de croissance sur 30 ans pour essayer d'offrir ce qu'attend le marché, mais c'est ensuite le marché qui va décider combien il est prêt à accepter, combien il veut payer pour combien de rendement sur ces investissements à taux fixe. Et donc du coup, c'est aussi ce qui va décider les taux futurs au final, parce que c'est sur ces rendements d'obligations, mais pas le taux de coupon, vraiment le rendement, donc avec le taux fixe plus le prix qui va faire varier le rendement au final, que vont se baser les marchés pour estimer les taux futurs et le coût de l'argent futur.